Je veux aussi vous interpeller sur pour un sujet que beaucoup considèrent comme injuste pour 40% des victimes de violences sexuelles. C'est celui de l'amnésie traumatique. Cette question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. C'est avec révolte que je m'adresse à vous et j'en appelle à votre humanité, Madame la ministre, à votre sens de la justice pour mettre fin à un système qui veut que le voleur de voiture soit bien plus puni que le voleur de vie. Vendredi dernier, le tribunal correctionnel du Mans rendait un jugement inacceptable. Il condamnait un grand-père récidiviste ayant commis un viol sur sa petite fille de 8 ans à seulement 8 mois de prison avec sursis, requalifiant son acte inhumain, ce crime, en agression sexuelle. Lors du procès, le procureur déclarait ne pas avoir le moindre doute quant à la culpabilité du prévenu. Alors, puisqu'il est nécessaire de le rappeler inlassablement et que rien ne change, rien n'évolue, non, le viol n'est pas un délit, Madame la ministre, le viol est un crime. Il est reconnu par les conventions internationales et européennes et par l'OMS comme un problème de société et de santé publique majeur. Cette scandaleuse affaire de correctionnalisation nous laisse sans voix et nous prouve à nouveau que la loi Schiappa ne change rien à la situation judiciaire actuelle, extrêmement défaillante en matière de sanctions des violences sexuelles sur mineurs. Ce violeur incestueux encourait théoriquement 20 ans de réclusion pour viol devant une cour d'assises, Madame la ministre, 8 mois seulement et avec sursis. Cette affaire nous rappelle l'urgence d'instituer un seuil d'âge avec une infraction spécifique qui dira que tout acte de pénétration commis par un adulte sur un enfant est un viol et doit par conséquent être jugé comme tel. Maître Marie Grimaud, mais je suis sonné par la façon et interloqué par la façon dont vous avez commencé cette émission en me disant la France est vraiment aujourd'hui le paradis des pédophiles parce que nous sommes un des pays d'Europe qui a la loi la moins dure, la moins répressive vis-à-vis d'eux. Moi, j'invite tout à chacun à aller dans un tribunal sur la gestion des viols de ces enfants. Il faut savoir que plus de 90% des viols sont correctionnalisés. Ça veut dire que le magistrat enlève la notion de pénétration pour sortir des cours d'assises et mettre ces dossiers-là dans des tribunaux correctionnels. Première chose. Donc déjà, on a une fiction juridique qui se fait autour de ces affaires-là. Donc s'il n'y a pas pénétration, il n'y a pas viol, et donc ça va en correctionnel. Et en correctionnel, ça n'est plus viol, mais délit seulement, ce qui est plus soft. Même quand dans la réalité des faits, toute la preuve est là et le magistrat sait qu'il y a eu viol, pour des questions de bonne administration de la justice et pour la rapidité des audiences, nous abondons objectivement le fait qu'il y a eu pénétration et nous mettons ces dossiers qui relèvent de la cour d'assises entre les mains des juges correctionnels. Donc déjà, il y a cette fiction-là qui se fait. Maintenant, sur les condamnations, il faut quand même savoir que la plupart des condamnations relèvent du sursis. Aujourd'hui, les magistrats considèrent que de violer un enfant, que d'agresser sexuellement un enfant est une infraction bien moins grave que de l'escroquerie ou tout simplement du trafic de stupéfiants. Attends. Vous me dites que la plupart, ça veut dire plus de 50%, oui. La plupart des délits sexuels avérés se termine sur le plan judiciaire par une peine avec sursis. Oui, exactement. Et le message, il est clair. Vous pouvez être pédophile, finalement, vous ne risquez pas grand-chose. Or, le premier des messages à adresser, c'est que si vous violez un enfant, c'est 20 ans. La parole est à Madame Sophie Oconi, qui a 3 questions, n'est-ce pas ? Alors, oui. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, je veux vous exprimer ici ma satisfaction à voir ce débat aussi crucial que celui de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ce soir. Et en même temps, comment ne pas regretter l'horaire choisi pour ce débat, 23h30, 23h45, horaire qui démontre une fois encore le peu d'intérêt que la société porte à ce sujet. J'y vois aussi une étrange consonance avec l'adoption de votre loi, il y a 8 mois, par un vote simple, en pleine nuit, dans un hémicycle désert. Alors qu'elle aurait dû faire consensus, tant la cause était partagée, cette loi a paru insatisfaisante, loin des enjeux, elle a déçu, elle a engendré un sentiment de frustration, sentiment
très largement partagé sur les bancs de cet hémicycle, y compris au sein de la majorité. Ce fut également le sentiment quasi unanime des associations et ONG très en attente. Par exemple, beaucoup d'entre nous appelaient à la création d'une infraction spécifique qui disposait que tout acte sexuel commis par un adulte sur un enfant serait un viol, sans avoir à prouver une quelconque absence de consentement. Vous nous rétorquez que, sous couvert d'un risque d'inconstitutionnalité, nous ne pourrions la créer. Force est de constater que cet argument est à géométrie variable dans les politiques que vous portez. En effet, pour bon nombre de projets de loi, ce risque a été balayé d'un revers de manche de votre part. En revanche, lorsqu'il s'agit de protéger nos enfants, alors le Conseil constitutionnel vous effraie. Comprenez notre étonnement. Les experts que nous avons rencontrés s'accordent tous sur cet argument. La création d'une infraction spécifique, comme nous le proposons, ne serait pas frappée d'inconstitutionnalité. En outre, la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n'instaure absolument pas, comme vous le laissez à penser à travers les médias, un tel seuil d'âge. Et je me réjouis de la création d'un groupe de travail chargé d'évaluer les condamnations depuis votre loi. Mesdames les ministres, à quand une loi ambitieuse et protectrice pour les victimes qui mettrait un terme à cette totale impunité des agresseurs sexuels? Ceci étant dit, permettez-moi de vous indiquer combien nous considérons les associations, les ONG et un certain nombre de députés de ces rangs, combien cette loi finalement ne protège pas les victimes de pédocriminalité, mais qu'elle renforce plutôt le pouvoir interprétatif, ce que vous disiez d'ailleurs, interprétatif du juge. Et les juristes et professionnels du droit s'accordent tous sur ce constat. Et je tiens à votre disposition, Madame la Ministre, l'ensemble des décisions judiciaires qui ont été prises depuis l'adoption de cette loi. C'est assez parlant. Et si je prends exclusivement les décisions judiciaires, les jugements qui ont été pris depuis le 1er mars 2019, je mesure que sur 14 procédures judiciaires et 14 jugements, 7 aux assises et surtout 7 en correctionnel. Ça veut dire que cette loi, elle pousse à la correctionnalisation. Et le résultat, c'est quoi? Ce sont des jugements qui ne sont pas à la hauteur des enjeux dont nous parlons ce soir. Un exemple, 4 mois de prison ferme. 4 mois de prison ferme en correctionnalisation, 30 mois de prison avec sursis en correctionnalisation, 3 mois de prison avec sursis, toujours en correctionnalisation, 5 ans de prison ferme dans une procédure qui a révélé des faits extrêmement sordides. Dans un cas, la relaxe. Dans un autre cas, 6 mois avec sursis. Et dans le cas du Mans, pour lequel j'ai eu à intervenir en QAG, 8 mois de prison avec sursis pour un grand-père récidiviste qui a violé sa petite fille de 8 ans. Tout ça pour dire que ce texte de loi est à mon sens et au sens d'un certain nombre d'entre nous, une régression par rapport au jugement et par rapport aux enjeux que cette loi aurait dû nous... L'idée d'un seuil d'âge aurait permis au moins de protéger les enfants victimes de pédocriminalité. Je veux aussi vous interpeller pour un sujet que beaucoup considèrent comme injuste pour 40% des victimes de violences sexuelles. C'est celui de l'amnésie traumatique. Les récentes réformes liées à la prescription, dont celle de la loi dont il est ce soir question, n'ont pas de portée rétroactive et sont sans application pour les victimes nées dans les années 70-80. Le seul moyen pour ces victimes d'amnésie traumatique de pouvoir poursuivre leur agresseur aujourd'hui, c'est de démontrer l'existence d'une cause de suspension du cours de la prescription. Or, la Cour de cassation a développé une jurisprudence excessivement stricte. Même si la victime démontre qu'elle ne pouvait pas agir, cela ne suffit pas. Il faut des manœuvres élaborées par l'auteur. Cette jurisprudence n'est pas acceptable. En droit, cette jurisprudence est contraire au droit européen et sera bientôt condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle méconnaît le droit à une enquête, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et méconnaît le droit à un procès équitable, puisque du fait de la prescription de leur action, ces personnes n'ont pas accès à un tribunal, ces
posées par l'article 6 de la Convention précitée. Votre loi n'a pas pris en compte le dramatique problème de l'amnésie traumatique. Toutes les victimes devraient pouvoir disposer des mêmes droits, ne serait-ce que dans un esprit de justice et de réparation vis-à-vis de ces personnes pour qui l'agression a été si inacceptable que l'oubli a été le seul moyen de faire face, le seul moyen de survivre. L'histoire de l'abbé Prénat, je ne sais pas si vous avez vu le film Grâce à Dieu, qui est un remarquable reportage finalement de cette histoire et qui démontre combien l'amnésie traumatique est un vrai sujet. Votre loi les a oubliés, nous ne nous les oublions pas, et je voudrais que vous m'indiquiez ce que vous pensez de ce sujet concernant l'amnésie traumatique.